Dans une découverte qui pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire, des scientifiques ont mis au jour ce qu'ils pensent être le tombeau perdu de Gengis Khan, caché depuis des siècles. Le contenu obsédant de la tombe est aussi énigmatique que terrifiant, soulevant plus de questions que de réponses. Quels sont les artefacts obsédants à l'intérieur et comment redéfinissent-ils ce que nous pensions savoir sur le grand conquérant mongol? Préparez-vous à un voyage vers l'inconnu, une révélation si choquante qu'elle a le potentiel de changer l'essence même de la compréhension humaine. Bienvenue dans une exploration qui bouleversera l'histoire et ébranlera nos fondations. Cela change tout. Le tombeau de Gengis Khan est resté une énigme à travers les temps, entouré de mythes et de légendes. Le conquérant mongol célèbre pour avoir fondé l'un des plus grands empires aurait ordonné que son dernier lieu de repos soit caché et que ceux qui ont participé à l'enterrement aient été exécutés pour le garder secret. Les histoires racontent comment Gengis Khan détourna les rivières et relâcha des chevaux sauvages pour cacher sa tombe, ce qui en fit l'un des plus grands secrets historiques. Malgré la tension entre la recherche scientifique et la sensibilité culturelle alimentée par la croyance mongole selon laquelle perturber la tombe entraînerait une calamité, le désir de découvrir l'énigme persiste. Bien que les tentatives précédentes se soient soldées par des déceptions, l'intérêt de résoudre ce mystère reste fort. Les archéologues ont exploré des textes anciens, des images satellites et des schémas de migration pour trouver des indices. L'idée récente selon laquelle les scientifiques pourraient révéler cette énigme historique a été perçue comme audacieuse, remettant en question les barrières de la tradition et de la culture. À l'époque actuelle, porter notre attention sur les secrets de notre passé semble inévitable. La révélation actuelle change notre façon de voir l'histoire, en fournissant des preuves réelles qui remettent en question les mythes de longue date sur la tombe de Gengis Khan. Cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche universitaire et pose un dilemme à la Mongolie quant à la manière de gérer l'attention internationale à l'échelle mondiale. Il ajoute un chapitre choquant à un récit ancien, éliminant le folklore et nous obligeant à affronter des réalités passionnantes mais troublantes. Une équipe d'archéologues, initialement en Mongolie pour étudier les conditions météorologiques anciennes, est tombée par hasard sur le site près de la montagne Birkin Kaldin, longtemps supposé être le tombeau de Gengis Khan. La découverte, appuyée par des technologies de pointe telles que des radars au sol, des détecteurs de métaux et des drones, a révélé un lieu de sépulture élaboré avec des sculptures complexes et des symboles de pouvoir. Le moment décisif fut le déchiffrement d'inscriptions qui ressemblaient à l'ancien site mongol, indiquant fortement qu'il s'agissait du tombeau de Gengis Khan. La nouvelle de la découverte a suscité un grand enthousiasme, promettant de changer la recherche historique et de remettre en question les récits établis. Cependant, cette découverte a entraîné des complications. Le gouvernement mongol a été consulté à chaque étape en raison de l'importance monumentale du patrimoine national. Avec la convergence des médias vers le site, des considérations éthiques ont surgi concernant la fouille d'un lieu si lié à la culture et à l'identité mongole. Le travail minutieux s'est poursuivi pendant des semaines avec des scientifiques spécialisés et des observateurs locaux. Des révélations périodiques ont alimenté des discussions allant du domaine académique au domaine existentiel. Au-delà des artefacts et des documents historiques, la découverte a été perçue comme entraînant des résultats inattendus. Des experts en linguistique, en histoire et en anthropologie ont été convoqués, maintenant une approche interdisciplinaire qui n'a jamais perdu de son étonnement. Ils ont tous reconnu qu'ils faisaient partie de quelque chose d'extraordinaire, d'un effort qui réécrivait des chapitres des annales de l'histoire humaine. Alors que les archéologues se préparaient à ouvrir la tombe de Gengis Khan, l'anticipation se mêlait à l'inquiétude. Bien qu'ils aient trouvé au début des objets historiques impressionnants, comme des épées et des armures, ce qu'ils découvrirent ensuite défia toute explication. Parmi les richesses, ils ont trouvé des objets fabriqués à partir de matériaux avancés, apparemment hors de propos au Xe siècle. Certains portaient des inscriptions et des symboles dans des langues inconnues, exécutés avec une précision mécanique. Les experts n'ont pas pu identifier son origine ni comprendre sa signification. De plus, les tests ADN ont révélé des marqueurs génétiques inhabituels, distincts de toute lignée connue. Cela a ajouté une tournure mystérieuse et compliquée à la figure de Gengis Khan, remettant en question notre compréhension de son histoire. Des éléments rituels inhabituels ont été découverts dans la tombe de Gengis Khan, remettant en question les traditions mongoles connues. Des poignards de cérémonie,
Des récipients aux composés inconnus et des gravures sur des corps célestes créaient une atmosphère étrange. Gengis Khan faisait-il partie d'une croyance oubliée ou y avait-il quelque chose de surnaturel en jeu? Un parchemin présentait des reliefs inconnus et des pierres translucides aux propriétés intrigantes qui affectaient les appareils électroniques. Ces découvertes ont remis en question la catégorisation scientifique et notre compréhension des connaissances de cette époque. La question clé, Gengis Khan faisait-il partie d'un récit plus complexe que nous le pensions? Les réactions allaient du scepticisme à des spéculations craintives. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un canular élaboré, tandis que d'autres envisageaient la possibilité d'un contact extraterrestre. Bien que les théories les plus extrêmes aient été écartées, le manque d'explications définitives a laissé tout le monde perplexe. De plus, les données scientifiques remettent en question les fondements de l'archéologie génétique et physique. L'analyse de l'ADN et la datation au radiocarbone ont été utilisées, essentielles à la compréhension de l'histoire. Cependant, les résultats n'ont pas répondu aux attentes, soulevant plus de questions que de réponses. L'ADN des restes squelettiques présentait des marqueurs inhabituels et du matériel génétique inexpliqué. Les tests de datation au radiocarbone ont donné des résultats incohérents, certains éléments étant plus vieux que prévu et d'autres d'un âge impossible en fonction de leur état. Les anomalies se sont poursuivies avec la composition de certains artefacts constitués de matériaux et d'alliages défiant les capacités métallurgiques connues. Des équipes de diverses disciplines ont proposé des théories sans parvenir à des conclusions claires, soulevant des questions sur la physique quantique et d'éventuelles nouvelles lois naturelles. Cela remettait également en question l'image conventionnelle de Gengis Khan, suggérant une histoire plus complexe avec des influences extraterrestres. Au niveau national et international, la Mongolie est devenue le centre des débats sur le patrimoine culturel, l'éthique scientifique et la souveraineté. Les négociations sur la tombe ont généré des tensions historiques et la jeune génération a exprimé des opinions qui ont conduit à des changements culturels et scientifiques. Des organismes tels que l'ONU et l'UNESCO ont discuté du statut du tombeau en tant que patrimoine mondial, abordant les questions éthiques et politiques au niveau mondial. La controverse s'est étendue à l'éthique archéologique, à une éventuelle exploitation culturelle sur le marché international et à la propriété intellectuelle des technologies trouvées dans la tombe. En bref, cette découverte complexe a mis à l'épreuve la rigueur éthique et scientifique, révélant les complexités qui influencent notre compréhension du passé, du présent et du futur. Imaginez maintenant que la disparition de l'un des fleuves les plus historiques du monde ait lieu au moment même où une découverte tout à fait surprenante était faite, un ancien fleuve qui coulait depuis des millénaires s'est soudainement asséché, et en pleine transformation. Maintenant, l'Asie, la masse continentale la plus vaste et la plus variée de notre planète, offre à la fois les plus hautes montagnes et les plus basses vallées, les côtes les plus longues et la plus large gamme d'extrêmes climatiques que l'on puisse trouver sur Terre. Bordée par les océans arctiques, Pacifique et Indien, ainsi que par la mer Rouge et des mers intérieures plus petites, il a abrité la plus grande variété de vie végétale et animale à travers les âges. Au fil des civilisations anciennes, cette région a également été le théâtre de nombreuses découvertes inhabituelles et parfois terrifiantes que les scientifiques continuent de faire. Des signes possibles de sacrifices humains au rôle des démons à l'époque préhistorique. Momies de feu, contrairement aux Égyptiens, les anciennes tribus philippines avaient une façon unique de traiter leurs morts, elles les transformaient en momies de feu. Cela impliquait de soumettre les corps à un feu intense au lieu de les embaumer. Lorsqu'une personne était sur le point de mourir, on lui donnait beaucoup de sel pour déshydrater le corps de l'intérieur. Après leur mort, les corps étaient rôtis pendant des semaines ou des mois, parfois même des braises chaudes étaient placées à l'intérieur pour les brûler de l'intérieur. Une fois complètement secs, les corps étaient transformés en une sorte de viande séchée humaine compacte et placés dans de petits cercueils en forme de citron appelés kamanzi. Ces cercueils étaient cachés dans des grottes isolées des montagnes. Lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés au XVe siècle, ces pratiques ont disparu en raison des coutumes funéraires catholiques qu'elles ont apportées. Cependant, les grottes de Caban, où les momies ont été trouvées, ont été redécouvertes plus tard. Jusqu'à présent, plus de 300 momies de feu ont été trouvées dans ces grottes, certaines vieilles de plus de 100 ans avec des tatouages tribaux visibles sur leur peau. Le bol d'or, en 1958,
des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol d'or brisé dans les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Ertuğrul en Cham. Cette forteresse de l'âge du fer se trouvait à proximité de l'actuel Panar. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait aux domaines royaux d'Urartu, un royaume arménien de l'âge du fer. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de personnages mythologiques en or massif. Bien que très précieux à l'époque, il a été retrouvé endommagé parmi les ruines de Ert. Les experts estiment que vers 800 avant JC, Ert a été attaqué par des ennemis qui ont envahi la ville pendant le chaos de l'invasion. 3 soldats ont tenté de s'emparer du bol d'or, mais ont été piégés sous les décombres alors que la ville était détruite par un incendie. Ses mains tendues tenaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pilleurs qui risquaient leur vie pour obtenir un gain matériel et perdaient leur vie et leurs trésors. Ce bol brisé rappelle les dangers du pillage et de l'avidité en temps de guerre, et combien cela entraîne souvent d'importantes pertes humaines et matérielles. Homo floresiensis, quelle découverte pourrait être plus importante que la découverte d'une ancienne espèce habitante? En 2003, sur l'île de Flore, une équipe d'archéologues a découvert de minuscules restes humains dans la grotte de Liang Bua. Ces humains, connus sous le nom d'Homo floresiensis, étaient très petits, avec un cerveau beaucoup plus petit que celui des humains modernes. Même s'ils étaient petits, ils n'étaient pas simplement des nains ou des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais une espèce différente qui vivait sur l'île il y a environ 50 000 ans. Étonnamment, ils ont également trouvé des outils et des preuves d'incendie, ce qui suggère qu'ils étaient intelligents et possédaient des compétences avancées en matière de survie. Cette découverte remet en question nos idées sur l'évolution humaine et nous fait réfléchir à la possibilité de retrouver d'autres parents humains oubliés. Les hobbies de Flore montrent pourquoi de nouvelles découvertes nous attendent toujours, même sur nous-mêmes. Le diable sur une tablette d'argile, en 2020, une ancienne tablette d'argile vieille de 20 700 ans trouvée il y a des décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon nommé Zo et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. À l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux Azidu, Asher et Horta. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zo est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent. Le texte explique que Zo était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions et des comportements étranges. À cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit une incantation que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zo, déclarant que grâce au pouvoir des dieux Tanu et Shamash, l'esprit de Zo serait expulsé et laissé sans défense. Mohenjo-Daro était une ancienne ville de la vallée de l'Indus, aujourd'hui au Pakistan et en Inde. C'était l'une des villes les plus avancées de l'âge du bronze, avec une population de plus de 35 000 habitants vers 2500 avant JC. Cependant, elle fut complètement abandonnée vers 1800 avant JC, et ses ruines restèrent longtemps oubliées. Les archéologues ont commencé à l'étudier dans les années 1920 et ont découvert de nombreux détails intéressants, mais aussi un sombre mystère quant à sa disparition. Le nom, Mohenjo-Daro, signifie « tumulus des morts » en sindhi, en raison des squelettes humains éparpillés parmi les décombres. La ville aurait subi des inondations catastrophiques qui ont contaminé l'eau et propagé des maladies. Il a également été suggéré qu'il aurait pu être envahi par des tribus nomades indo-aryennes migrant vers la région. Les restes montrent des signes de violence, comme des blessures au crâne et au squelette dans les rues. Les analyses chimiques indiquent éventuellement l'utilisation d'armes incendiaires lors de la destruction de la ville. Même si les catastrophes naturelles ont joué un rôle, les faits suggèrent que la ville a également connu une fin violente. Même si nous ne savons pas qui furent les conquérants, le nom, Tertre des morts, nous rappelle les terribles conséquences de la guerre dans l'Antiquité. Tablette Anunnaki,
la théorie des anciens astronautes soulève l'idée que des êtres extraterrestres ont visité la Terre dans le passé et ont eu un impact sur les civilisations anciennes. Ses partisans citent des preuves telles que les pyramides égyptiennes et les anciennes tablettes sumériennes. Ces tablettes mentionnent les Anunnaki, des êtres venus chercher de l'or, qui ont modifié les premiers humains et qui ont apporté une technologie avancée. Bien que la plupart des chercheurs considèrent les Anunnaki comme faisant partie de la mythologie, les partisans de cette théorie croient en une véritable intervention extraterrestre dans l'histoire de la Terre. En fin de compte, que nous croyions ou non à cette théorie, elle démontre notre curiosité d'expliquer nos origines et notre relation avec l'univers. Les histoires anciennes sur les dieux descendants du ciel reflètent notre recherche de sens plus que la réalité. L'existence ou non d'anciens extraterrestres reste un mystère, mais notre fascination pour ces possibilités continue de guider notre recherche de réponses à nos débuts énigmatiques. Salle cachée du Taj Mahal, le Taj Mahal à Agra, en Inde, est célèbre pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan au XVe siècle à la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Les légendes sur les chambres cachées du Taj Mahal et le mystère qui les cache sont des sujets fascinants. Certaines de ces légendes suggèrent que le Taj Mahal aurait pu être construit au sommet d'un ancien temple hindou dédié à Shiva, et les chambres scellées pourraient contenir des preuves de cette théorie. D'autres légendes évoquent la possibilité que l'empereur Shah Jahan ait prévu d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée, et que les chambres basses auraient pu être conçues pour enterrer la royauté. Il est vrai que des analyses souterraines ont été effectuées et ont confirmé la présence d'une chambre derrière les murs au niveau inférieur du Taj Mahal. Cependant, en raison du risque d'endommagement du bâtiment historique, ces salles restent fermées au public et leur contenu et leur fonction restent un mystère. Le Taj Mahal est un monument impressionnant avec une histoire riche et de nombreuses histoires et mystères associés. Les légendes et les mystères entourant ce bâtiment emblématique ne font qu'ajouter à son aura d'émerveillement et de respect. Quant aux piliers suspendus du temple Lepakshi, ils constituent un exemple frappant du savoir-faire et des connaissances architecturales des anciens bâtisseurs indiens. L'illusion du pilier flottant dans les airs sans aucun support visible est une réussite étonnante. Ce pilier existe depuis plus de 4 siècles et reste un témoignage de l'ingéniosité et des compétences techniques de ceux qui l'ont conçu et construit. Ces monuments nous rappellent le riche patrimoine architectural et culturel de l'Inde. Imaginez si nous vous disions que la disparition de l'un des fleuves les plus historiques du monde a eu lieu en même temps qu'une découverte tout à fait étonnante a été faite. Une ancienne rivière qui coulait depuis des millénaires s'est soudainement asséchée. Et au milieu de cette transformation, la découverte d'un ancien être mythique dans la même zone a émergé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous explorons en détail la découverte choquante de Gilgamesh, le héros de la mythologie mésopotamienne, ainsi que le mystérieux phénomène de la disparition de l'Euphrate. Les fleuves Tigre et Euphrate se rejoignent pour former le fleuve Shah à l'arabe, qui se jette dans le golfe Persique. L'Euphrate traverse la Syrie et l'Irak, prenant sa source en Turquie. C'est le plus long fleuve d'Asie occidentale, à environ 1740 milles de long. Dans d'autres langues, il s'appelle Géprat en arménien, Peurat en hébreu, Fratan en turc et Fira en kurde. Dans le manda, il est connu sous le nom de Pra et dans les écritures sous le nom de Praxiwa à Ginzaraba. Les écritures mandaïques voient l'Euphrate comme une version terrestre du fleuve céleste Yarna. Les premiers enregistrements de cette rivière proviennent de textes avec des rapports à Surupaki, dans le sud de l'Irak, vers le 3e millénaire. En sumérien, il est nommé Burakuna, indiquant son caractère divin. Dans ses croyances, l'Euphrate représente le fleuve céleste qui coule dans le ciel. Les anciennes villes de Babylone et de Ninive étaient situées le long de l'Euphrate, dans l'actuelle Mésopotamie. L'Euphrate a joué un rôle central dans le développement de la civilisation humaine dans cette région. Tout au long de l'histoire, la rivière a servi de frontière naturelle entre différents gouvernements et empires, ce qui en fait une zone de grande importance et de controverse. La Bible fait plusieurs mentions de l'Euphrate, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le représentant comme un symbole puissant des anciens empires. Dans l'Ancien Testament, il est lié au Jardin d'Éden et au lieu d'origine de l'humanité. De plus,
C'est l'un des 4 fleuves qui sont mentionnés comme coulant d'Éden après la création. Il servait également de frontière naturelle pour le pays promis aux Israélites, et le franchir était illégal à l'époque. D'un point de vue historique et mythologique en Mésopotamie, la découverte de la statue de Gilgamesh marque un tournant important dans l'investigation de la littérature ancienne du Proche-Orient. Gilgamesh est un personnage important. Il est mentionné que les rois de l'Est rassembleront leurs troupes avant la bataille d'Armageddon dans un lieu qui fait référence à l'Euphrate. Le Nouveau Testament mentionne également ce fleuve et dit qu'il s'est asséché dans le livre de l'Apocalypse pour permettre au royaume de l'Est de couler sans entrave. Il y a quelques mentions de mèches dans des écrits non cunéiformes, et après que George Smith l'ait noté, le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh reste un lien ouvert entre la Bible hébraïque et la narration épique mésopotamienne. De plus, un manuscrit des manuscrits de la mer morte appelé le Livre des Géants pourrait contenir le nom du protagoniste héroïque Gilgamesh, comme l'un des plus anciens héros du monde. Gilgamesh pourrait être considéré comme le grand-père des figures héroïques anciennes et modernes. L'épopée de Gilgamesh, un classique littéraire originaire de l'ancienne Mésopotamie, raconte l'histoire de ce roi légendaire. L'épopée raconte les voyages de Gilgamesh, un roi qui régna sur Uruk vers 2700 AV. La redécouverte récente de cette épopée a marqué un événement crucial, l'avancement de nos connaissances sur le Proche-Orient ancien. Cela a également changé notre façon d'étudier la Bible hébraïque à l'avenir. La diffusion dans le temps et en plusieurs langues des légendes de Gilgamesh démontre le grand intérêt que ce personnage a suscité dans le Proche-Orient ancien et au-delà. Lors de fouilles archéologiques dans des endroits allant de l'Irak à la Turquie, des fragments de la version originale du texte ont été trouvés. Il est largement admis que les auteurs de la Bible hébraïque connaissaient l'histoire de Gilgamesh et ont utilisé ces connaissances pour inspirer des éléments et des contrastes dans leurs propres textes. En 2003, des archéologues irakiens croyaient avoir découvert la tombe perdue de Gilgamesh. Il a gouverné l'ancienne ville sumérienne d'Uruk et a été le protagoniste de la première histoire documentée de l'histoire humaine il y a environ 3000 ans. Cette histoire, appelée l'épopée de Gilgamesh, a été écrite sur des tablettes d'argile en sumérien vers 2700 AV. Le récit fonctionnait comme un souvenir de la vie de ce chef d'Uruk, l'une des villes les plus anciennes et les plus puissantes de la région. Il est possible que le nom moderne de l'Irak provienne de l'ancienne ville d'Uruk, bien que cette affirmation soit contestée. L'histoire des aventures de Gilgamesh, sa quête d'immortalité et ses affrontements avec des créatures mythiques, est racontée dans l'épopée de Mesh. En 2003, une expédition allemande a annoncé qu'elle avait découvert ce que l'on croyait être toute la ville d'Uruk, y compris le supposé lieu de sépulture du célèbre souverain, Mesh. Cet endroit était entouré par l'ancien fleuve Euphrate avant que son cours ne change. Selon Georges, chef du département bavarois des monuments historiques à Munich, bien qu'on ne puisse pas dire avec certitude qu'il s'agissait de la tombe de Mesh, elle présente des similitudes avec les descriptions anciennes. On pense que Gilgamesh a été enterré sous l'Euphrate dans une tombe construite après sa mort et le déplacement du fleuve. Cette histoire est conservée sur des tablettes d'argile. Fassbender a expliqué que des techniques avancées ont permis la découverte de l'ancienne ville sous les sables du désert irakien. Des structures ont été trouvées qui correspondaient à celles mentionnées dans l'épopée, telles que des jardins et des habitations. A également mis en évidence la découverte d'un réseau de canaux complexes, éventuellement affectés par des inondations qui ont détruit certains bâtiments. Cela suggère l'existence d'un système avancé dans la région, similaire à Venise mais dans le désert. Les fleuves Tigre et Euphrate ont une longue histoire et sont mentionnés dans les écrits anciens, même dans les prédictions futures. Ces rivières existent depuis des milliers d'années. Le Tigre rejoint l'Euphrate et se jette dans le golfe Persique dans une région appelée près de l'Euphrate, avec le Nil en Afrique. Ces rivières forment le Croissant fertile, une région du Moyen-Orient riche en sol et considérée comme le berceau de la civilisation. Les deux fleuves sont liés à la Mésopotamie, un territoire entre eux et une partie du Croissant fertile. Ces fleuves sont mentionnés dans les textes anciens, notamment la Bible et les hadiths, dans la création et dans la prophétie sur la fin du monde, ce qui montre leur ancienneté. Cependant, ces dernières années,
Le Tigre et l'Euphrate au Moyen-Orient ont diminué en raison de l'activité humaine et du changement climatique. Ils risquent de s'assécher dans les décennies à venir, affectant l'environnement et la biodiversité. L'épuisement de l'eau a entraîné l'extinction d'espèces et la dégradation des habitats. De plus, ces rivières maintiennent l'équilibre biologique de la zone et leur assèchement a altéré cet équilibre. L'assèchement des fleuves Tigre et Euphrate a eu des effets positifs sur l'archéologie. De nombreux artefacts anciens sont découverts dans ces rivières, dont une ville construite il y a 3400 ans. Cela s'est produit lorsque le réservoir de Mossoul, anciennement connu sous le nom de barrage de Saddam, dans le nord de l'Irak, s'est asséché en raison de la sécheresse persistante dans la région. Cette ville a émergé des eaux du Tigre, plus précisément du réservoir d'Azul. Les archéologues ont trouvé des ruines et des artefacts de l'époque de l'Empire Matan et de l'âge du Bronze, entre 1550 et 1350 avenues. On pense également que le centre urbain, qui contient de grands bâtiments et des palais, pourrait avoir été l'ancienne métropole de Sékho. Bien que ces rivières puissent être menacées à l'avenir, elles sont toujours utiles. Malgré le risque de perdre ces précieuses ressources, nous continuons d'y accéder. Si les niveaux d'eau continuent de baisser, nous trouverons d'autres vestiges historiques. Mais cela nécessitera un coût financier important.